Bonjour tout le monde. A priori, ça doit fonctionner. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire conjoint Dividende Climat, Institut de la finance durable et ADEME. Merci de votre participation. On a Baptiste qui essaie encore de nous rejoindre, mais on va pouvoir commencer. Le but aujourd'hui, en tout cas l'enjeu aujourd'hui, si vous êtes inscrit, vous le connaissez, mais je vais le rappeler rapidement, c'est de parler d'une consultation publique qui est en cours au sein des dividendes climat. Et donc pour ça, de parler des dividendes climat, de l'association dividendes climat, de ce qu'on fait dans notre travail, de nos objectifs et des mécanismes qu'on essaie de mettre en jeu sur les sujets de finances. On lance donc une consultation publique pour interroger nos parties prenantes, dont vous faites, j'espère, partie, pour affirmer un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises depuis 2 ans, pour challenger un certain nombre d'autres, et puis plus globalement, pour nous assurer que l'indicateur qu'on est en train de créer, il est robuste, il est aligné avec les besoins de toutes les entreprises qui pourraient l'utiliser. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler des travaux qui sont en cours à l'ADEME et à l'Institut de la finance durable pour évoquer tous ces sujets-là. Normalement, vous pouvez poser des questions en bas à droite de votre écran dans la section questions. Vous pouvez donc écrire dedans. On aura un temps de réponse, de questions-réponses à la fin. S'il y a des questions qui sont plus simples de réponse ou qui sont très courtes, on répondra directement dans le chat. Mais si sur les questions qui sont un peu plus importantes, on gardera un temps, une quinzaine de minutes à la fin de cette heure-là pour pouvoir vous répondre. Donc Baptiste essaie de nous rejoindre, mais on va pouvoir laisser Laura commencer en faisant une présentation de notre association. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Ravie d'être là et merci Simon, merci Baptiste à moitié et Nicolas d'être présents. Moi, je voulais en quelques mots replacer le contexte des dividendes climat, de l'association et le contexte dans lequel cette consultation publique s'insère. Je commence par me présenter. Moi, je suis la directrice générale de l'association Dividendes Climat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association a été créée début 2023 par plusieurs membres cofondateurs. L'ADEME, Mirova, SWEEP 2050, Team for the Planet et la fondation Canopé Partage. Elle est présidée par Brune Poisson et moi, j'en assure la direction générale opérationnelle, on va dire. Notre mission au sein de l'association, c'est d'encourager le financement de la transition écologique au sens large, en ayant une approche qui est de se dire comment on fait pour que les mesures d'impact soient plus comprises, utilisées et valorisées par les mécanismes de financement et le système économico-financier en général. Au sein de cette mission, le premier focus qu'on adresse, c'est l'investissement en capital et l'impact climatique. Et donc, notre premier focus, c'est d'encourager l'investissement en capital dans des solutions qui décarbonent. Et on fait ça via le déploiement de cet indicateur, de ce mécanisme qui s'appelle le dividende climat. En fait, tout ça, ça part d'un questionnement assez simple, finalement, qui est de se dire, aujourd'hui, quand une entreprise, elle réussit économiquement, elle va pouvoir distribuer des dividendes financiers à ses actionnaires. Et à la fois, les actionnaires et l'entreprise sont valorisés pour cette distribution. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent pour une entreprise qui réussit climatiquement ? Et une entreprise qui réussit climatiquement, ce que ça veut dire, c'est une entreprise dont la vente de produits et de services aide collectivement à se décarboner. Juste pour avoir un exemple très simple, si vous vendez des pompes à chaleur, aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui pollue, il faut bien les faire, ces pompes à chaleur. En revanche, a priori, à chaque fois que vous vendez une pompe à chaleur, vous aidez vos clients, les utilisateurs de la pompe à chaleur, à se décarboner. Parce qu'à la place, ils auraient utilisé quelque chose d'encore plus polluant en termes de système de chauffage. Du gaz, une chaudière à fioul, etc. Et donc, c'est ça, vous réussissez climatiquement puisque vous avez une contribution globalement positive et vous aidez à décarboner la société et nos usages en général. Et c'est vraiment à ça que cherchent à répondre les dividendes climat. C'est un mécanisme qui a vocation à mesurer de manière... Pendant ce temps, Baptiste nous fait des variations. À mesurer de manière standard cette contribution climatique positive des entreprises et à la rendre valorisée et valorisable
par les investisseurs financiers. Et notre ambition, la vision vraiment qu'on porte, c'est que demain, une entreprise qui génère des dividendes climat ou qui a des bons ratios euros investis et dividendes climat, donc une bonne performance climatique, en fait, elle soit plus attractive et plus valorisée qu'une entreprise qui ne fait pas ça. Et que ça contribue ainsi à orienter les financements vers ce genre d'entreprise. Parce qu'on le sait aujourd'hui, pour répondre à nos enjeux de réduction et d'atteinte de neutralité carbone à l'échelle globale, planétaire, on a évidemment besoin de sobriété, mais on a aussi besoin de nouvelles solutions climatiques et de les déployer à large échelle. Très concrètement, juste pour que tout le monde ait bien un exemple en tête et que ça puisse résonner ensuite avec les dimensions de la consultation, les questions de la consultation publique, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, une entreprise, pour émettre et distribuer à ses actionnaires des dividendes climat, elle doit passer par 5 étapes. La première, c'est qu'elle doit vérifier son éligibilité. Il y a un critère à l'échelle de l'entreprise et ensuite surtout des critères à l'échelle des activités. C'est une des questions que vous verrez dans la consultation publique sur comment on détermine vraiment bien ces seuils d'éligibilité pour que ça soit à la fois pertinent et en même temps opérationnel et que ça soit. On ne parle pas ici, nous, que à des pure players de la climate tech. La deuxième étape, et c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, c'est de mesurer cette fameuse contribution climatique positive. Ce dont on parle là, sur ce sujet, ce sont ce qu'on appelle les émissions évitées ou séquestrées. Vous avez peut-être parfois entendu parler du terme Scope 4, qui n'est pas défini, donc on n'emploie pas de manière officielle, mais qui est vraiment le sujet sous-jacent. L'idée, c'est de définir les grandes règles qui permettent d'encadrer cette manière de standardiser, mais aussi ensuite les déclinaisons sectorielles sur, OK, pour mon exemple de pompe à chaleur, ça veut dire quoi concrètement ? Et en fait, il y a toute une série de questions qui se posent autour de là, sur la définition de ce qu'on appelle un scénario de référence, sur l'unité fonctionnelle, sur la granularité, sur les effets rebonds. Bref, c'est une jolie boîte de Pandore qui est assez importante puisque en fait, l'objectif du dividende climat, c'est vraiment de standardiser ça pour qu'ensuite ça puisse générer de la confiance et que quand une entreprise génère un dividende climat, on fasse confiance à cette mesure, même si on n'est pas un spécialiste des émissions évitées. Ça, c'est l'étape 2. Donc, les entreprises respectent, en utilisant ce protocole qu'on élabore avec un comité d'experts indépendants et d'expertes, elles viennent mesurer et faire un claim. Cette année, j'ai évité 1000 tonnes de CO2. Ce claim-là, il va ensuite être vérifié par un tiers indépendant qui vient valider la méthode et vérifier le calcul. Ce sont des tiers indépendants qui doivent être accrédités par l'association. Ça fait aussi partie des questions que vous verrez dans la consultation publique. Et si tout ça, ça se passe bien, ça va permettre à l'entreprise de convertir ces émissions vérifiées en dividendes climat, 1 tonne, 1 dividende, qu'elles vont émettre sur un registre public que vous pouvez voir sur le site internet. Donc, il y a un gros exercice de transparence associé qui, pour nous, était très important. Et dernière étape, 5e étape, c'est la distribution aux actionnaires, aujourd'hui au prorata de la détention de capital. Donc, si vous avez 20% de l'entreprise, du capital de l'entreprise de pompe à chaleur et qu'elle a fait 1000 dividendes climat, aujourd'hui, vous récupérerez 200 dividendes climat. Les règles de distribution sont aussi une question qu'on challenge aujourd'hui et que vous verrez dans la consultation publique. Vous voyez donc que toutes ces étapes, elles permettent deux choses. Un, d'avoir vraiment un filtre standardisant, que quand on fait un dividende climat, on sait que ça veut dire que c'est une mesure standardisée, comparable, fiable et transparente de cette contribution climatique positive, qui puisse être appréhendée par même des non-experts de ces sujets et qui puisse être comparable entre deux boîtes, entre différentes activités ou entre deux fonds. Et ça, c'est vraiment très important. Et la deuxième, c'est que ça permet de rentrer ça dans des logiques financières à travers des ratios, euros investis vs dividende climat, chiffre d'affaires vs dividende climat, etc., pour rentrer beaucoup plus facilement dans des logiques financières. Et on intègre ça avec les investisseurs de plus en plus dans les due diligence, dans les mesures de reporting et dans l'accompagnement des entreprises au cours de la période d'investissement et dans la valorisation financière en travaillant sur une manière de quantifier une sorte de goodwill climatique, c'est-à-dire de permettre aux investisseurs qui seraient prêts à payer un peu plus cher pour une entreprise qui a un impact climatique positif, de le faire sur une base de méthodes qui vont être communes et partagées pour pas qu'ils aient peur de se faire avoir parce qu'ils sont les seuls à avoir payé ce sort de surplus. Et donc ça, c'est le deuxième élément assez important, la standardisation et la valorisation financière. Comme je le disais, et je finirai par là, on a été créé il y a un peu moins de 2 ans officiellement. On a en 2 ans fait une phase pilote avec plus d'une trentaine d'entreprises, plus d'une centaine d'investisseurs qui ont reçu des dividendes climat, une version du protocole qui a été pas mal challengée, déjà améliorée. Et aujourd'hui, on est à un moment hyper important où on veut venir challenger ces apprentissages pour pouvoir vraiment l'année prochaine et par la suite
s'étendre et être encore plus efficace. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la consultation publique vient s'insérer pour avoir un challenge des règles, du process, pour que ça soit de toujours plus solide et nous permettre derrière de rendre ça encore plus facile à utiliser par un nombre croissant d'entreprises, d'investisseurs, et d'aller aussi également vers de plus en plus de reconnaissance et d'intégration dans tout ce qu'on pourrait appeler un framework réglementaire, qui soit gouvernemental ou des reporting privés. Donc c'est un super moment pour nous. C'est une consultation, vous le verrez, un peu compliquée parce qu'on c'est des beaux sujets. On a essayé de la rendre la plus vulgarisée possible. On espère que ce sera le cas. Mais c'est hyper important pour nous d'avoir un maximum de retours critiques parce que ça fait vraiment partie de notre ADN au LASSO d'avoir voilà, cette démarche collaborative de co-construire en fait ces nouvelles règles qui vont permettre, j'espère, demain de changer en fait le paradigme de la création de valeur et de nous permettre d'aller collectivement vers un monde où l'extra-financier compte autant, voire plus, que les résultats financiers. Voilà pour cette petite introduction un peu longue, mais qui, j'espère, donnera un peu de contexte. Merci Laura. J'ai l'impression que Baptiste a un peu de mal à se connecter. Il ne nous entend pas et ne veut pas nous parler. Mais on peut commencer avec toi, Nicolas. Est-ce que tu peux présenter ce que tu fais au sein de l'Institut de la finance durable et plus généralement le travail de l'Institut de la finance durable? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc Nicolas Rancière, je suis directeur climat-environnement de l'IFD. Les missions de l'IFD, pour ceux qui ne connaissent pas, donc généralement, c'est de fédérer les acteurs autour de des acteurs de la place financière de Paris autour de la transition écologique, donc du financement de la transition plus spécifiquement. Et donc dans cette mission générale, on a deux grands types de travaux. Le premier, c'est trouver des solutions au blocage du financement de cette transition. Alors, dans le cadre de cette mission, on a créé un comité de financement de la transition écologique dont on a le secrétariat avec le Trésor et qui est présidé par le ministre des Finances. Et donc, dans le cadre de ce comité, on mène des travaux. On a publié un premier rapport qu'on a appelé Plan de financement de la transition écologique, en toute simplicité, donc au niveau de la France. Et donc, on a formulé un certain nombre de recommandations dans le cadre de ce plan. Et suite à la présentation du plan au CFTE, au comité, il nous a été demandé de décliner ces travaux au niveau sectoriel. Donc, on a fait un premier rapport sur la décarbonation du secteur des bâtiments. Et là, on est en train de mener des travaux sur la transition du secteur agricole, qui est un sujet qui est évidemment là d'actualité, justement, qu'on aborde plutôt sous l'angle un peu positif d'essayer de trouver des solutions de financement aux agriculteurs qui effectivement sont très souvent dans des situations où la transition écologique malheureusement fait pas partie des priorités parce qu'ils ne sont pas dans des conditions pour pouvoir y penser sereinement. Donc voilà, c'est d'essayer de construire un peu cet écosystème du financement pour les acteurs secteur par secteur. Et la deuxième grande mission qu'on a, c'est autour des méthodes d'analyse extra-financière, avec en toile de fond ce sujet d'hétérogénéité des pratiques investisseur par investisseur, comment ils évaluent la performance justement ESG des entreprises. Il nous a semblé qu'il y avait ce besoin à l'heure actuelle encore de standardiser les choses au-delà des données en fait. Donc il y a évidemment d'abord un enjeu de standardiser, d'améliorer la qualité des données. Donc heureusement la CSRD va permettre de faire des progrès en la matière. Mais une fois qu'on a ces données, comment on les analyse, comment on les transforme en informations pour les arbitrages d'investissement. Donc voilà, ça c'est les deux grandes missions. Et donc ce dont on va parler aujourd'hui, évidemment, c'est plutôt dans le cadre de la seconde mission sur l'analyse extra-financière. Donc il se trouve qu'on a publié un guide hier qui est le premier livrable de notre justement groupe de travail sur l'analyse extra-financière. Et on s'est concentré dans un premier temps sur la performance des entreprises en matière de transition carbone. Donc, comment analyser justement ces performances quand on est investisseur, analyste financier, etc. Évidemment, ça peut servir aussi aux entreprises dans le cadre du pilotage de leur plan de transition en miroir.
Et donc voilà, donc on a publié ce premier rapport. Il est le fruit de longs travaux, plus d'un an et demi, où les parties prenantes à la transition étaient toutes impliquées dans ces travaux. Donc on a les fédérations d'entreprises, que ce soit du secteur financier ou de l'économie réelle. On a la communauté pardon, de l'analyse financière, donc avec notamment la SFAF, la société, enfin, je me rappelle plus de l'acronyme, mais bon bref, l'analyse financière, quoi, la société française d'analyse financière, voilà, je l'ai. Les régulateurs, les ministères, etc. Donc, et puis plus généralement les experts de la transition. On avait un beau panel de parties prenantes à ces travaux. Et donc ce guide est porté, on peut le dire, par la place financière de Paris. Il visait, comme je le disais un petit peu tout à l'heure en introduction, à participer à cette définition d'un langage commun autour en fait, d'une grammaire commune, disons, parce qu'après, derrière, évidemment, comment nous, on ne prend pas position sur est-ce qu'une entreprise est performante ou pas. On a réuni à la fois dans la littérature et à travers les bonnes pratiques qu'on a identifiées parmi les participants des travaux et par des auditions également d'experts. On a identifié les bonnes pratiques et puis dans la littérature, alors évidemment la méthode ACT de l'ADEME et fait partie des références très importantes de ce domaine, donc on s'en est largement inspiré, on les cite abondamment dans le guide. Mais donc voilà, on a quand même essayé de se positionner sur un plan un tout petit peu plus méta, je dirais, puisque ACT, donc, voilà, va pilier par pilier dans l'évaluation, va avoir des approches très très précises. Et nous, on a essayé de présenter les choses de manière plus générique, quoi, de pouvoir donner une image un petit peu de quelles sont les pratiques en général, même si encore une fois on valorise bien la méthode ACT. Que vous dire de plus sur ce sujet? Donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails du guide parce que c'est très long. Mais mais il est un peu long le guide de mémoire. Ouais, voilà. Pour faire le lien, je mettrai le lien dans le chat. C'est déjà mis. Bravo, merci. Très efficace. Et donc voilà, sur les KPI, parce que ça faisait partie des défis qu'on s'était donnés, c'était d'identifier un nombre restreint de KPI. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les données issues de la CSRD enfin elles sont toutes utiles, mais là l'idée c'était vraiment d'identifier au maximum des KPI resserrés pour avoir à travers ces indicateurs déjà une image assez fiable malgré tout de l'état d'avancement des entreprises dans leur transition carbone. Et donc bon voilà, encore une fois je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais évidemment l'empreinte carbone qui est la base de la base, donc on a bien présenté les différentes manières d'analyser et y compris en dynamique, évidemment, parce qu'il y a les performances passées, il y a l'image instantanée là, aujourd'hui, où en est l'entreprise en termes d'empreinte carbone, y compris aussi dans l'intensité carbone de son activité, puisque bien souvent, les investisseurs raisonnent en relatif, puisque c'est des arbitrages dans les portefeuilles, c'est une entreprise A versus une entreprise B, donc là, les émissions absolues ne sont pas forcément tout le temps pertinentes, on va plutôt raisonner en intensité carbone, idéalement de la production, et si la donnée n'est pas disponible en intensité carbone du chiffre d'affaires. Voilà, donc. Et puis, évidemment. Nicolas, sur ce point. Ouais. Sur ce point, là, tu as parlé notamment des indicateurs négatifs, entre guillemets, donc le bilan carbone, et on peut l'étendre à l'empreinte environnementale sur beaucoup de sujets. Comment est-ce que les dividendes climat, ça s'intègre dans cette image-là, et les dividendes climat, ou comment est-ce que les autres indicateurs peuvent compléter l'image qu'on a via ce que tu viens de mentionner? Alors, t'as raison, merci de me couper, sinon j'en dis pour tout clair. En fait, donc la partie, donc,
comme tu le dis, en fait, c'est le bon mot. En fait, là, c'est la partie positive. Vous, ce que vous faites, c'est comment des entreprises contribuent à la transition en apportant des solutions. C'est vrai que on a un peu cette tendance dans le reporting à se concentrer sur le négatif, c'est-à-dire comment réduire son impact négatif sur le climat à travers les émissions de ces activités. Et bon, à juste titre, parce que c'est ça il faut quand même monitorer le plus rigoureusement possible. Mais néanmoins, et c'est ce que vous faites à travers l'initiative Dividende Climat, c'est hyper intéressant à cet égard, c'est que la partie positive de l'histoire, à savoir comment les entreprises contribuent à travers des solutions, qu'elles soient technologiques ou autres, et permettent à d'autres de réduire leurs émissions. Ça, c'est donc, Laura l'a mentionné tout à l'heure, certains appellent ça le scope 4. C'est évidemment la partie un peu, pour le moment, nous, on en a parlé comme on a pu, on a fait toute une annexe où d'ailleurs on présente votre initiative dans ce cadre-là. Donc on en a parlé, mais c'est pas, il nous semblait en tout cas, au regard des travaux qu'on a menés dans le cadre de notre GT, que c'était pas encore assez mature pour en faire un KPI vraiment installé et définitif. Voilà, donc les travaux que vous menez, la consultation actuelle va permettre de faire des progrès en la matière. Donc on est complètement dans la bonne dynamique. Mais pour le moment, c'est vrai que notamment les enjeux de scénario de référence, comment on compare les émissions réduites, enfin comment on calcule les émissions évitées par rapport à un scénario de référence, c'est un enjeu méthodologique qui est quand même pas des moindres. On a pu le voir avec les crédits carbone, ça a créé quelques soucis, donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Mais bon, voilà, On va en veut pas dire parler, hein, c'est un des sujets. ouais. C'est Ça veut pas dire évidemment un des sujets. qu'il ne faut pas progresser, et donc vous êtes évidemment participer à ce programme, c'est super. Voilà, donc après, évidemment, il y a tous les enjeux de CAPEX. Dans le cadre de leur plan de transition, comment les entreprises mobilisent les ressources pour réduire leurs émissions. Donc ça, évidemment, c'est un KPI très critique dans Quand tu veux dire en termes de CAPEX, c'est assurer que les CAPEX mis en face des objectifs de réduction et globalement des plans de transition sont cohérents, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Là, c'est un enjeu vraiment essentiel. Et puis après, en termes de rythme, à quel rythme on diminue les émissions, à quel rythme on augmente les CAPEX pour la transition, etc. Là, c'est encore la partie peut-être de toute cette évaluation qui nécessite de maturer, et même côté ligne directrice des régulateurs, il y a encore besoin voilà, de préciser certaines choses pour que les acteurs évaluent tout ça quand même dans la sérénité et pas de se faire accuser de greenwashing parce qu'ils n'auraient pas pris la bonne référence ou autre. Là, il y a encore du progrès à faire malgré tout, mais en tout cas, le concept, la théorie de qu'est-ce qu'il faut faire, et évidemment, il y a quand même des modèles qui commencent à être très l'AIE, par exemple. Mais bon, voilà, il y a une nécessité de décliner ça au niveau plus granulaire, sectoriel, pays, etc., pour avoir un cadre un peu plus robuste et sécurisant pour les acteurs qui opèrent sur ces sujets. Voilà, donc vraiment l'initiative de Dividende Climat, là, c'est hyper intéressant. Donc à double titre, donc je parlais là à l'instant de comment valoriser la contribution positive des entreprises, et notamment en fait dans cette période où on cherche quand même à construire un tissu industriel autour de la décarbonation en France et en Europe plus largement, c'est tout à fait bienvenu qu'on ait ces outils pour identifier les bons candidats à constituer ce tissu industriel. Donc là on est en plein dedans. Voilà. Nicolas, Donc, tu vraiment, parles de l'échelle française et européenne. C'est parce que aujourd'hui, ces enjeux-là, ils doivent se traiter à une échelle plus globale que la France. Et si oui, comment est-ce que, notamment la publication que vous avez faite, et puis plus généralement, ces sujets-là, ils doivent infuser. Enfin, comment on fait pour qu'ils infusent plus largement? Je pense évidemment au dividende climat, où on a un tropisme français qui est lié au fait que l'initiative est liée en France, mais on veut. Et le but, c'est vraiment de dépasser les frontières françaises. Comment est-ce qu'on sur ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut avancer? Alors, personnellement, je pense que l'Europe, c'est évidemment un gros levier parce que c'est un cadre qui est très pratique. Est-ce que tu as des éléments à partager là-dessus?
Alors sur l'aspect reporting et donc là ce dont on parle, l'analyse extra-financière, là l'Europe est quand même bon, certains diront qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans le livre d'État, etc. Enfin, il y a tout ce débat en ce moment autour de la CSRD. En tout cas, on a quand même là maintenant un cadre de reporting qui va évoluer un petit peu dans le temps pour affiner les choses et être un peu pratique pour les acteurs. Mais en tout cas, on a une base entre la taxonomie, la CSRD, la SFDR. Bref, on a une base réglementaire là qui est quand même assez solide et sérieuse. Qui inspire quand même au-delà des frontières de l'UE également. Donc voilà, je pense que sur ces aspects, alors quid des émissions évitées, est-ce que on C'est ce que arrivera à un j'allais dire. moment où ça sera suffisamment mature pour intégrer officiellement le reporting CSRD? Bah, on l'espère, hein, on compte sur vous. Et est-ce que tu penses que sur les enjeux positifs, justement, les aspects régulatoires, ils sont importants sur les aspects négatifs, on comprend bien que c'est important d'imposer un reporting qui est fidèle comme tous les reportings, mais aussi qui est obligatoire pour que toutes les entreprises soient obligées d'être très transparentes sur leurs impacts négatifs qu'elles ont. Est-ce que sur les impacts positifs, là on parle du climat parce qu'on est sur la division du climat, mais on peut étendre ça au sujet biodiversité, peut-être même sociaux. Est-ce que quand c'est des impacts positifs, c'est important de l'avoir aussi en obligatoire selon toi? C'est peut-être un tout petit peu moins critique à rendre ça obligatoire, mais bon, en fait c'est plus un comment dire un facteur qui aide à accélérer la transition. Euh, donc oui, enfin si c'était un reporting obligatoire, forcément ça permettrait d'identifier plus rapidement les entreprises performantes en la matière et donc peut-être de flécher plus rapidement. Donc bon, je me positionnerai pas, j'ai pas mandat pour ça sur le caractère obligatoire ou pas du reporting, mais en tout cas bon ça dans l'absolu ça pourrait pas faire de mal, hein, ça c'est sûr, mais je pense que les enjeux quand même méthodologiques, il reste encore Ça marche. points à traiter. Baptiste, est-ce que tu as réussi à nous rejoindre entre-temps? Tu nous entends? Alors, tu nous entends et on t'entend un peu trop. Est-ce que tu nous entends là, Baptiste? Ouais. Là, je vous entends. Ah, mais par contre, ça fait l'écho. En fait, Baptiste, tu es sur ton tel et sur ton ordi. Comment faire ça? Donc, tu l'enlever sur un des deux. C'était muté, Baptiste, parce que ça montait dans les aigus. Ouais, Si t'as pas de caméra, Baptiste, on préfère t'entendre que te voir. Malheureusement, on aurait adoré faire les deux, mais si jamais il faut choisir, est-ce que si tu es juste que tu disais que tu entendais Nicolas via ton téléphone? J'ai coupé sur le téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Bah oui, on t'entend parfaitement. très bien. Moi, je vous entends pas, mais donc je vais faire mon petit pitch. Ok. Bon, désolé pour ce petit problème technique. J'avais le son, mais pas l'image. Maintenant, j'ai l'image, mais pas le son. Mais bon, pour moi, c'est important quand même de pouvoir participer à ce webinaire, hein, puisqu'on est un soutien historique de l'association Dividende Climat et du concept aussi. Et puis j'ai vu aussi que dans les participants, j'ai une ancienne collègue, donc je tiens à saluer. Merci Fanny pour ta présence, qui était l'experte carbone sur toutes les méthodologies carbone à l'ADEME. Et donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais de toute façon, je n'entrerai pas dans des sujets trop techniques. Alors peut-être, là Simon et Laura, moi, m'ont demandé de parler un peu de tout ce qu'on fait à l'ADEME en termes d'évaluation d'impact. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ADEME, l'ADEME, on est l'agence de la transition écologique, on a deux métiers, l'expertise et le financement de projets, on accompagne les collectivités, les entreprises, et puis sur la partie expertise, on développe de nombreuses méthodologies, on fait des études, mais on a historiquement, on a une boutique où on aime bien faire des analyses de cycle de vie, on a développé il y a plus de 20 ans la méthodologie du bilan carbone, par exemple. Donc, c'est vraiment un métier historique pour nous de compter les tonnes de carbone, de compter les impacts. Et peut-être certains d'entre vous ont connaissance de certains outils de l'ADEME, notamment la base carbone, qui va s'appeler la base empreinte. On est en pleine refonte, en fait, de cette base de données qui est un peu le sous-jacent
de toutes les analyses de cycle de vie. Il y avait des données qui étaient un peu datées, et on est en train d'actualiser cette base, et donc tous les facteurs d'émission qui permettront de faire des calculs d'impact plus précis. Donc nous, ce sujet de l'évaluation de l'impact, donc il y a bien sûr le carbone historiquement, mais on l'a très vite étendu aux multicritères, à tous les autres impacts, sur l'eau, la pollution, l'impact sur les ressources, etc. Donc ça, c'est important dans une analyse de cycle de vie, de ne pas compter que le carbone. Et il y a quelques illustrations de ce qu'on fait sur l'évaluation d'impact. C'est tous les travaux qu'on mène sur l'affichage environnemental, notamment. Alors, l'affichage environnemental, on en parle depuis le Grenelle de l'environnement, c'était en 2008. Puis c'était un peu cyclique. Il y a eu des hauts et des bas, et depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et la loi climat-résilience, là, il y a un nouveau push politique sur le sujet, avec 2 secteurs prioritaires, le textile et l'alimentaire. Et on va enfin avoir des décrets normalement qui devraient sortir sur, si on veut faire de l'affichage environnemental, comment on doit s'y prendre. Donc ça, on travaille, nous on est vraiment à la manœuvre sur toutes les expérimentations qui ont été au préalable de ces décrets. Et puis une autre illustration où on voit qu'il y a une grosse accélération sur ce sujet d'évaluation d'impact à travers la publication d'EcoScore pour différents produits, et notamment un EcoScore sur les véhicules électriques. Vous savez, quand on achète une voiture électrique, on peut obtenir un bonus, et jusqu'à présent, le bonus, il ne dépendait pas de l'impact environnemental et l'impact carbone essentiellement du véhicule. Donc en gros, le taxpayer français subventionnait pas mal de fabrication de véhicules en Chine, ou en tout cas en dehors de l'Europe. Et à l'époque, c'était Bruno Le Maire qui nous avait confié la mission de faire un éco-score sur les véhicules électriques qui permettrait ensuite de conditionner le bonus écologie. Donc ça nous a bien occupé. Et en fait, c'est une illustration intéressante parce qu'on voit qu'il y a une convergence entre l'analyse des impacts et la réindustrialisation en France. Donc là, il y a une convergence des luttes qui fait que cet exemple sur les véhicules électriques, on est en train de le répliquer sur d'autres produits dont on aimerait que la production soit rapatriée en France. Donc on est en train de le faire sur les pompes à chaleur, par exemple. On a des exercices sur les poids lourds, aussi les poids lourds électriques, où là aussi on a des gros programmes de soutien. Tant qu'à faire, ça serait mieux que ça bénéficie à des producteurs européens. On a des réflexions sur les vélos aussi, sur les médicaments, bref. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a sur l'évaluation des impacts. Et puis, je crois que quand j'avais le son encore, j'ai entendu Nicolas parler de ACT, qui est un peu notre méthodologie phare, là, plutôt d'évaluation, donc des plans de transition des entreprises. Ça, c'est le nouveau mot, le buzzword, plan de transition avec la CSRD. Tout le monde va devoir élaborer des plans de transition et puis rapporter sur son plan de transition. Et donc, on a développé cette méthodologie ACT qui permet donc de vérifier si l'entreprise elle a pris les bons engagements, si elle a les bonnes chroniques d'investissement, si elle a les bons engagements avec ses clients, avec ses fournisseurs, etc. Et tout ça, ça donne un score à la fin qui apprécie en fait la crédibilité du plan de transition des entreprises. Et on a vraiment travaillé cette méthode comme complètement alignée avec les exigences de la CSRD, avec le SRS 1, pour ceux qui sont familiers de tout ça, de la partie climat, et on est en train de l'étendre aussi à la partie biodiversité, partie ressources. Donc l'ambition de HAG, c'est de transformer cet exercice de reporting qui peut paraître un peu fastidieux, CSRD, en un outil beaucoup plus stratégique à travers ce score ACT, qui permettra aussi de se différencier pour les entreprises qui l'utiliseront par rapport à des compétiteurs. Voilà, ça c'est un peu tout la palette de nos sujets sur l'évaluation d'impact, et donc c'était complètement naturel pour nous de venir en soutien de dividendes climat, de ce fameux scope 4, et des émissions évitées, où on voyait que de nombreux acteurs commençaient à s'y intéresser pour essayer de raconter aussi leur contribution au changement climatique, donc à travers les émissions évitées, mais on avait un risque de dispersion dans les méthodologies, et donc potentiellement d'avoir des métriques qui ne se parleraient pas, où il n'y aurait pas d'équivalence possible. Donc là, ça nous paraît important dans ce cadre collectif, associatif dividende climat,
de travailler à cette grammaire commune pour que tout le monde parle la même langue et qu'on puisse accompagner ce mouvement qui est bien légitime, en fait, d'être capable de mesurer les émissions évitées et donc la contribution des investisseurs, mais des entreprises aussi, au changement climatique. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire. Mais je Baptiste, je vais me tu nous entends unmuter pas, mais merci. le téléphone pour avoir le son. Merci beaucoup, Baptiste. N'hésitez pas à nouveau avec les questions que vous pouvez poser dans la rubrique questions. Maintenant, j'aimerais vous parler rapidement de la consultation et des grands enjeux qui sont les nôtres, puisque si on s'est réunis aujourd'hui, c'est pour ça. Donc, quand on raccrochera de ce webinaire, vous recevrez un lien, si vous ne l'avez pas déjà eu, pour participer à la consultation qui a été fait sur un outil qui vous permet d'explorer. Les questions peuvent être plus ou moins dures, elles peuvent plus ou moins s'appliquer à vous. Donc, vous pouvez répondre un petit peu à tiroir sur plusieurs grandes thématiques qui sont les nôtres. Comme l'a dit Baptiste, on est en train d'essayer de créer une grammaire commune, donc il faut qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'elle soit robuste, il faut aussi qu'elle atteigne le bon équilibre entre précision et capacité à l'utiliser de manière opérationnelle au sein des entreprises. Donc on a des grands enjeux méthodologiques sans surprise que je vais essayer de vous résumer rapidement. Le but, c'est pas de vous présenter toutes les questions de la consultation parce qu'elle est, elle est un peu longue, mais c'est de vous présenter quels sont les grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, en prenant un ordre assez chronologique comme dans la démarche que Laura a présentée au début. D'abord, on a des grands enjeux d'éligibilité. Le dividende climat, c'est un indicateur, pour autant, on ne veut pas qu'il s'applique partout. Il n'est pas complètement agnostique et donc certaines solutions seront pas éligibles. Pour ça, on a un certain nombre de critères aujourd'hui. On réfléchit comment est-ce qu'on fait pour les rationaliser. Est-ce que toutes les technologies sont bonnes à prendre? Est-ce qu'il y en a certaines qu'on doit mettre de côté? Est-ce que toutes les solutions sont applicables dans tous les contextes ou est-ce que certaines ne devraient pas donner lieu à la notion d'émissions évitées? Est-ce que toutes les entreprises peuvent générer des dividendes climat et parler d'émissions évitées? Ou est-ce que, par exemple, il faut qu'elles soient engagées dans une transition robuste basée sur la science? Il faut qu'elles aient un score ACT avec des questions qui sont parfois un peu compliquées. Par exemple, comment considérer la bonne trajectoire de décarbonation d'une entreprise qui permet à d'autres de se décarboner? Alors, une baisse relative de ses émissions, ça paraît une évidence minimale. Est-ce qu'il faut aussi qu'elle baisse en absolu alors qu'elle permet de décarboner massivement d'autres? C'est une vraie question et on la pose dans la consultation. Donc ensuite, une fois que l'éligibilité elle est traitée, il y a la question du choix des méthodologies. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer précisément cette contribution climatique positive? Aujourd'hui, on reconnaît un grand nombre de méthodologies externes. On s'assure qu'elles sont toujours alignées avec ce qu'on veut faire et on s'assure aussi qu'elles sont tenues à jour parce que les secteurs, enfin le secteur, les entreprises progressent, la recherche progresse et donc on est capable de cerner des choses de plus en plus fines sur les émissions évitées et donc ça, on s'interroge aussi sur ces questions-là. Ensuite, Nicolas en parlait, il y a un vrai enjeu dans la notion d'émissions évitées et séquestrées, c'est quelle est la baseline? La baseline, le scénario de référence, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, c'est en gros, c'est assez facile à décrire, c'est ce qui se serait passé sans nous. Par contre, définir précisément ce qui se serait passé sans nous, avec des règles qui sont partagées par toutes les entreprises, c'est un énorme enjeu et c'est la chose qui est la plus critiquée aujourd'hui sur la notion d'émissions évitées et c'est le cas depuis 20 ans. Voilà, si vous dites par exemple que c'est ce qu'il y avait eu sur les crédits carbone, je ne sais plus si c'était Nicolas ou Baptiste qui en parlait, si vous dites que la forêt, sans mon projet, une forêt aurait été complètement rasée, c'est peut-être pas une baseline qui est crédible. A contrario, dire que si vous n'aviez pas rénové cette maison-là, elle aurait continué à être utilisée avec un score de performance thermique un peu moindre, ça c'est peut-être crédible. Donc, on réfléchit, on s'interroge pendant cette consultation aux règles qu'on a mises en place et qui sont alignées avec la plupart des autres initiatives internationales sur la question de la baseline. Ensuite, plus précisément, les règles de calcul. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande des calculs d'incertitude? Est-ce qu'on autorise l'échantillonnage avec des règles statistiques bien précises? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être déterminantes et sur lesquelles on pose des questions. Et ensuite, les dernières, il y a un gros morceau au sein des dividendes climat qui est un sujet qui anime depuis très longtemps le sujet des émissions évitées et plus généralement du reporting, c'est la question des attributions, de l'attribution. En fait, quand on calcule des émissions évitées, les ACVistes le savent, on le calcule pour une chaîne de valeur entière. On va dire que c'est la mise en mouvement d'une chaîne de valeur entière qui permet d'éviter des émissions ou d'en séquestrer. Et d'ailleurs, sur des sujets qui ne sont pas les nôtres, d'en émettre aussi. C'est pour ça qu'on a un fameux scope 3. On regarde toute ma chaîne de valeur, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact en termes d'émissions de CO2. Il y a un double comptage sur le bilan carbone, scope 1, 2, 3, et c'est accepté depuis bien longtemps. Sur la question des émissions évitées, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est positif.
le double compter, ne pas l'attribuer au sein de la chaîne de valeur, ça peut être un enjeu. Donc pour l'instant, nous, on a fait un choix, c'est celui d'attribuer les émissions évitées calculées sur une chaîne de valeur, principalement avec une approche des coûts financiers qui sont déployés au sein de cette chaîne de valeur. Par exemple, si vous fabriquez une pompe à chaleur et que ça représente 80% des coûts, et que vous avez une entreprise qui installe cette pompe à chaleur pour 20% des coûts, vous allez attribuer 80% des émissions évitées à l'entreprise qui a fabriqué la pompe et 20% à celle qui l'a installée. Ça, c'est un choix qui a été fait par les dividendes climat. C'est un choix qu'on est prêt à challenger. Donc ça, c'est le premier niveau d'attribution. Et le deuxième niveau d'attribution, c'est une attribution qu'on appelle, nous, verticale. Une fois qu'une entreprise a fait son calcul, a fait un claim, une revendication environnementale, il faut savoir à quoi sert cette revendication. Donc nous, on est des dividendes climat, hein, donc c'est reversé symboliquement aux investisseurs de l'entreprise. Et il y a une vraie question derrière ça, notamment pour les projets, s'il y en a dans les participants, les participantes qui travaillent dans les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables, par exemple, ça se finance beaucoup avec de la dette plutôt qu'avec de l'investissement dans une entreprise. Est-ce que ça devrait être inclus dans nos calculs? Est-ce qu'on devrait le gérer, ou est-ce que c'est finalement une problématique qui est différente et qui se gère sur le côté? Donc tout ça, c'est des questions. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Il nous reste que 15 minutes. Et s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre. Mais toutes ces questions, on se les pose. On a envie d'avoir vos avis dessus. Normalement, en tout cas, je l'espère, on a essayé de faire en sorte que l'outil soit pratique et surtout qu'il y ait beaucoup de contexte. Donc, explorer, sans être expert de tous ces sujets-là, explorer la consultation, normalement, ça doit se porter de manière plus ou moins autonome. Et donc, vous devriez être capable de creuser ces sujets-là, de vous y intéresser. Je pense que ça peut aussi vous être utile, selon vos responsabilités dans vos organisations, mais pour s'interroger sur des pratiques qui sont mises à l'œuvre en ce moment. Donc voilà, donc une grande consultation, comptez entre, si vous le faites très rapidement et sur les questions qui sont au cœur de l'initiative, comptez entre 15 et 20 minutes. Et si vous rentrez dans le détail de toutes les sections, probablement plutôt 1 heure de réponse. Et il y a à la fin une rubrique un peu cachée, qui est la rubrique hardcore, avec des questions qui sont pour le coup très très compliquées. On ne s'attend pas du tout à avoir des réponses de tout le monde là-dessus, mais c'est pour créer des discussions, créer des débats. Je pense qu'il y a aussi un enjeu secondaire derrière ça, c'est aussi de participer à toutes les réflexions qui sont en cours dans les organisations IFD et ADEME incluses. Comment est-ce qu'on fait pour faire progresser un petit peu tout le monde sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles, malgré le fait qu'ils soient débattus depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. Voilà. Et en complément juste des éléments que Simon vient de dire, je voulais juste répondre à la question de Clémence qui me semble assez pertinente pour que vous compreniez bien comment ça se positionne et que vous l'ayez en tête quand vous regardez la consultation publique. La question, c'était, aujourd'hui, la méthode ne prend en compte que les émissions évitées, et c'est déjà top. Merci Clémence. Est-ce qu'une approche par ratio avoided vs induced sera-t-elle prévue afin de tenir compte d'une performance carbone entre les produits et les solutions? Je pense que c'est une question hyper importante pour que vous compreniez bien. L'idée du dividende climat, c'est de mesurer les émissions évitées directement attribuables à une entreprise. Donc, c'est avec la fameuse question de l'attribution que mentionnait à l'instant Simon au sein d'une chaîne de valeur. Et donc, c'est vraiment la création de valeur climatique d'une entreprise. C'est une information qu'on veut standardiser et rendre plus valorisable. En revanche, nous, à aucun moment, et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire intervenir à la fois Baptiste et Nicolas pour présenter des approches globales, on dit le dividende climat ou les dividendes climat sont le seul et unique point à regarder. Et ça, c'est valable à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, un dividende climat, dans l'absolu, alors c'est quand même mieux que de ne pas en faire du tout, mais ça ne veut pas dire grand-chose de faire 1000 dividendes climat. C'est exactement comme si une entreprise, elle fait 1000 € de dividendes financiers. Si vous lui avez donné 3 € d'investissement, c'est quand même plutôt super. Si en revanche, vous avez investi 14 milliards, 1000 €, vous allez peut-être être un peu déçus. Là, c'est la même chose. L'idée du dividende climat, c'est de pouvoir parler de cette création de valeur climatique pour l'intégrer dans des ratios qui permettent de mesurer cette performance climatique. Et ça, à la fois dans une performance vraiment pure carbone, avec cette idée de bilan carbone de la boîte sur un dividende climat, ou même à l'échelle d'un produit ou d'une solution, ce qu'on appelle les émissions induites vs les émissions évitées, donc life cycle emissions vs climate dividends, où là, c'est vraiment un pilotage très carbone, ou une performance plus création de valeur climatique, mi-climatique, mi-financière, avec euros investis vs dividende climat, ou chiffre d'affaires vs dividende climat. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on est en train de construire, mais
et sur lequel, ça c'est plus ma partie sur laquelle je travaille, mais pour que tout ça, ça soit utilisé, il faut que les bases de qu'est-ce que c'est qu'un dividende climat soient le plus solides possible. Et c'est cette première base sur laquelle on vous sollicite dans la consultation publique. Et le deuxième point, juste qui déroule un peu de ça, c'est que le dividende climat, ça ne mesure que le carbone et que les émissions évitées. Et donc, nous, on pense qu'à l'échelle de l'indicateur, c'est très important d'avoir un truc précis, parce que sinon, vous vous retrouvez vite avec c'est un indicateur du green, et ça ne veut pas dire grand-chose. Et peut être potentiellement même assez dangereux en termes de risque de greenwashing ou autre. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que c'est un indicateur parmi d'autres qui sont importants d'être pris en compte dans une approche plus globale d'une mesure d'impact qui va vouloir venir regarder d'autres éléments comme la biodiversité, comme les ressources, voire même comme des impacts sociaux et qui prend en compte des histoires de rythme, etc. Donc, le dividende climat, en aucun cas, c'est un label. C'est-à-dire que vous n'êtes pas certifié dividende climat. C'est un mécanisme de mesure et de valorisation d'un élément qui nous semble hyper important, et comme le redisaient Nicolas et Baptiste, très important pour encourager la transition et pas être juste à dire faites moins mal, mais aussi faites mieux, faites réellement penser différemment, mais qui vient s'intégrer dans une panoplie de choses et qui c'est pas la panacée. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de solution pour résoudre tous les problèmes. Et bien, si quelqu'un a une suggestion, il peut le mettre en commentaire à la fin de la consultation publique et ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, je pense qu'il y avait un peu deux questions, celle de Jean-Baptiste également, qui me semblaient importantes pour bien replacer dans le contexte. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on a bien solidifié ce que c'était que les méthodes, et c'est ça qu'on veut confirmer collectivement avec un maximum de monde pour pouvoir ensuite encore plus construire cette deuxième partie de ratio de performance, d'intégration dans des plans de transition, d'intégration dans des logiques financières, etc., dans la CSRD, dans tout ça. Voilà comment ça s'insère là-dedans. Est-ce que je peux dire juste un mot rapide sur ce sujet? Je suis pas sûr que c'est ce que voulait dire Clémence, mais il y a un point dont on n'a pas encore discuté. Dans les ESRS, attention, on ne peut pas compenser les émissions induites, enfin les émissions scope 1, 2 et 3, par des émissions évitées. Donc voilà, c'est important quand même de le rappeler. Les entreprises qui contribuent via leurs solutions technologiques ou autres à la transition en offrant des solutions aux autres entreprises doivent aussi se décarboner comme les autres. Donc évidemment, leurs émissions induites à elles doivent, au même titre que les autres entreprises et le reste de l'économie, se décarboner à la bonne vitesse. Et évidemment que si l'économie se décarbone à la bonne vitesse, eux se décarboneront aussi. Enfin, quand on émet du CO2 en produisant des panneaux solaires ou en produisant des éoliennes ou je ne sais quoi, au fur et à mesure, si l'électricité se décarbone, si les matériaux béton, acier se décarbonent, et ces entreprises se décarboneront aussi comme les autres. Donc il faut quand même bien prendre ces deux sujets sur deux axes différents, quoi. Pas les confondre. D'ailleurs, plus généralement, merci Nicolas de le préciser, mais plus généralement, méfiez-vous si vous voyez des émissions induites qui sont soustraites à une autre forme d'émission. C'est souvent, ça mérite un peu plus d'attention, en tout cas, que de le prendre comme ça. Donc, les dividendes climat, de la même manière que, évidemment, l'a dit Nicolas, on ne se met pas on n'est pas dans une logique de compensation, on est vraiment dans une logique de complétion, donc ça vient à côté. Donc, à la limite, la notion de ratio, elle est un peu moins embêtante parce qu'elle ne présuppose pas que les deux termes sont exactement les mêmes. Mais la création de ratio, elle doit aussi venir avec beaucoup de pédagogie pour être sûr qu'on crée les bons ratios qui disent les bonnes choses. Et ensuite, une fois qu'on a cette grammaire commune, qu'on a ces indicateurs communs, effectivement, comme disait Laura, on pourra voir quels sens on met derrière. Mais d'abord, il faut vraiment avoir une assise et une compréhension qui est partagée pour éviter d'avoir des fâcheux accidents, disons, sur ces enjeux-là. Simon, je me permets peut-être de répondre. Il y a une question de Léonard sur les climate dividends vs crédit carbone. Du coup, aujourd'hui, il faut voir ce sont deux outils qu'on considère comme complémentaires de notre côté. La mesure d'impact de cette contribution positive, elle peut être la même, et il vaudrait d'ailleurs mieux qu'elle soit de plus en plus la même, c'est parce que cette notion de standardisation. En revanche, ça a deux objectifs et deux utilisations très différentes. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, très souvent, vous allez avoir besoin d'investisseurs pour lancer votre activité et produire votre solution et la vendre. Si votre solution, au lieu d'être un
KitKat, par exemple. C'est une éolienne, une pompe à chaleur, un service d'économie circulaire de seconde main. En plus de faire de l'argent, vous allez avoir un impact positif, donc faire des émissions évitées. Donc, à l'échelle de l'entreprise, vous allez pouvoir dire j'ai tant d'impact et j'ai gagné tant d'argent. Si vous voulez retranscrire ça à vos investisseurs, une preuve de ça, sur la partie financière, vous avez les dividendes financiers, sur la partie climatique, il n'y avait rien. Et c'est là que les dividendes climat viennent s'insérer. Ce schéma-là, où vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est assez clair, merci. En fait, il est tout à fait transposable si, au lieu de vendre des pompes à chaleur, vous vendez des crédits carbone. Puisqu'en fait, un crédit carbone, ce n'est que, et je dis pas ça en mode c'est mal, mais c'est juste, c'est ce que c'est un asset, un actif financier qui est là pour permettre de gagner de l'argent et de sécuriser votre impact. Mais d'une certaine manière, ce n'est que une stratégie comme une autre, marketing presque, pour réussir à faire votre activité. Et en fait, à l'échelle de l'entreprise, que vous ayez vendu directement une pompe à chaleur ou que vous ayez vendu un crédit carbone, en fait, vous allez toujours pouvoir dire j'ai eu tant d'impact, j'ai eu tant d'argent. Mais si vous voulez retranscrire aux investisseurs, le même problème se pose. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir vendu des crédits carbone et retranscrire ça en preuve via des dividendes climat. Et ça, c'est d'autant plus vrai que, de toute façon, comme le précisait très justement Nicolas à l'instant, le dividende climat ne permet pas de compensation carbone. Donc même dans le cas un peu bizarre, qui honnêtement ne se produit pas vraiment, mais où l'investisseur qui a mis du capital dans votre entreprise est aussi celui qui vous achète des crédits carbone, ça voudrait dire que c'est un peu double peine pour lui. C'est-à-dire qu'il doit payer 2 fois pour pouvoir dire qu'il aide un projet qui a quand même un impact positif. Mais soit. Même s'il fait ça, il ne pourrait pas décompter 2 fois son empreinte carbone. Donc il n'y aurait pas un double comptage au sens de pour 1 tonne évitée par la boîte, moi en tant que financier ou en tant qu'acheteur de crédit carbone, j'ai baissé de 2 tonnes. Donc c'est vraiment assez complémentaire. Et le dernier point, je pense qui est un peu important, c'est aussi de se dire que le scope de projets qui sont éligibles pour les dividendes climat, il est beaucoup plus large que celui des crédits carbone. Puisque les crédits carbone, et à juste titre, puisqu'ils ont vocation au départ, en tout cas dans ces logiques un peu de compensation, on doit prouver ce qu'on appelle son additionnalité financière. C'est-à-dire que, en gros, si je le dis de manière très simpliste, vous galérez financièrement pour pouvoir faire votre activité. Vous avez besoin des revenus liés au crédit carbone pour pouvoir le faire. Ça, il faut se rappeler que les crédits carbone, au départ, c'était pensé notamment pour des trucs comme de la reforestation, des choses qui n'ont peut-être pas vraiment vocation un jour à être rentables, et c'est OK. Et bien, comme il faut prouver son additionnalité financière, en fait, ça ne s'applique pas à pas mal de gens. Alors que nous, là, ce dont on parle collectivement depuis une petite heure, c'est de se dire, il y a des entreprises qui ont une contribution climatique positive, qu'ils galèrent financièrement ou pas. Quand vous êtes une entreprise de panneaux solaires aujourd'hui, vous arrivez à vendre vos panneaux solaires. Pour autant, nous, on considère que cette entreprise-là, elle devrait être valorisée plus qu'une qui vend des KitKat. Désolée contre les KitKat, j'ai rien particulièrement contre les KitKat, mais qu'une qui vend des KitKat, parce qu'elle a une contribution positive, qu'elle galère ou non financièrement. Et donc, le scope de projets qui sont éligibles au dividende climat est beaucoup plus large. Voilà, ça c'est un élément qui n'est pas traité en tant que tel dans la consultation publique. En revanche, c'est une des questions sur l'éligibilité, sur comment on met à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de l'activité. Donc notamment, Léonard, si les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette partie-là. Je vois qu'on a une question d'Anne-Sophie, je vais y répondre. Le dividende climat, dans son processus, une fois qu'il est généré, donc une fois qu'il a été revendiqué par l'entreprise, validé de manière indépendante par une tierce partie, il est enregistré sur notre registre qui est public. Donc vous pouvez aller voir sur le site Dividende Climat dans la section registre. Toutes les allégations environnementales des entreprises ils sont cités, les résultats qu'elles atteignent sont mentionnés et la logique des calculs dans un document de référence qu'on appelle le SDD est présenté. Donc là, le dividende climat, ce stade-là, il est généré. Et ensuite, effectivement, il est distribué aux actionnaires. D'un point de vue très concret, une fois qu'il est distribué aux actionnaires, le dividende climat, il est incessible, il est intransférable et donc il reste dans l'entreprise. C'est de l'information. On ne peut pas revendre un dividende climat. La seule chose qu'on peut faire à un dividende climat une fois qu'il est distribué, c'est instantanément le redistribuer à mes propres investisseurs. Par exemple, si je suis un fonds et que je veux distribuer à mes propres investisseurs, ça c'est une possibilité, mais exclusivement au moment où c'est distribué. Donc le dividende climat, il reste entre les mains de la personne qui l'a reçu. Et nous, on garantit ça avec un registre qui pour le coup est privé, où on vérifie l'unicité de tous les dividendes climat. Si une entreprise se fait auditer demain parce qu'elle a fait une allégation sur les dividendes climat, nous, on peut prouver que tout ça c'est unique. Donc ça, d'un point de vue purement technique, d'un point de vue plus philosophique, le dividende climat, une fois qu'il arrive
dans les mains des actionnaires. Le but, c'est qu'elle le valorise, c'est qu'elle arrive à en faire, c'est que l'actionnaire arrive à en faire, à créer de la valeur derrière. Ça peut être parce qu'elle veut justifier la bonne utilisation de ses fonds et donc la maximisation d'impact climatique de ses participations. Ou ça peut être pour, voilà, donc c'est tous les enjeux que mentionnait Laura au tout début. Voilà. Je ne sais pas si la question était sur les aspects très techniques ou sur les aspects. Ouais, je complète très rapidement ce que je vois à l'heure, mais peut-être juste un premier truc qui est de dire aussi, comme les dividendes climat aujourd'hui sont distribués aux actionnaires au prorata de leur détention, c'est une des questions de la consultation publique qui est hyper importante, c'est quid des projets où il y a beaucoup de dettes? Est-ce que il faut pas partager avec la dette? Donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle on sera très intéressé d'avoir des réponses. Et ensuite, effectivement, c'est exactement ce que dit Simon. Il y a l'aspect valorisé, process pur. Et il y a ensuite, aujourd'hui, l'idée, c'est que ça devienne vraiment un indicateur. On a de plus en plus d'actionnaires qui l'utilisent, qui essaient de commencer à le mettre dans leur due diligence, dans les objectifs de carry d'intérêt, si ce terme parle à certains, et de plus en plus dans les logiques de valorisation financière. Puisque ce que j'ai mentionné très rapidement, c'est que on avait aujourd'hui une sorte de goodwill climatique, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, de plus en plus d'acteurs disent qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour une entreprise qui a un impact climatique positif. Mais qu'en fait, comme on ne sait pas comment l'appréhender, comment le quantifier, et comme si on est très honnête, en tant que financier, on ne veut pas être le seul à le payer, parce que sinon ça ne s'appelle pas un goodwill, ça s'appelle se faire avoir, et ben en fait aujourd'hui personne ne le paye. Et donc là, l'idée c'est que la capacité d'une entreprise à distribuer des dividendes climat ou à avoir un bon ratio euro investi vs dividende climat, ça soit une manière de quantifier ce goodwill climatique, potentiellement en complément avec d'autres trucs comme on en a parlé juste à l'instant, pour justement que ça soit beaucoup plus facile de mettre une valeur financière sur cette contribution climatique, parce qu'on sait que plusieurs investisseurs vont pouvoir le reprendre même chose. Et ça se fait de plus en plus, mais voilà, c'est un process, une sorte de prophétie autoréalisatrice. Plus on sera nombreux à le faire, plus ça deviendra réel. Il nous reste 1 minute. Thibaut, je prends votre question. Qui peut calculer un dividende climat reconnu? Alors, je ne sais pas si la question elle est sur la vérification par une tierce partie indépendante ou sur l'entreprise, donc je vais répondre aux deux. A priori, toutes les organisations peuvent générer des dividendes climat. Il y a des règles d'éligibilité aujourd'hui. Il faut, à partir d'une certaine taille, il faut un plan de transition basé sur la science, etc. Mais sur le principe, sur le papier, tout le monde peut. D'un point de vue pratique, ça peut être parfois un peu lourd d'un point de vue méthodologique, donc on peut se faire accompagner, mais ce n'est pas du tout une obligation. On a des entreprises qui ont déjà fait des dividendes climat 100% en interne, d'autres se font accompagner par des consultants, des consultantes, des expertes ACV, etc. Et les tierces parties indépendantes, ça peut être n'importe qui a les bonnes accréditations ISO et qui est validé par l'association dividendes climat. Donc ça peut être des auditeurs, ça peut être des consultants, consultantes, etc. Voilà. Il reste 1 minute, donc on va conclure. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Surtout, n'hésitez pas à répondre à la consultation publique. Et merci à Nicolas, Baptiste et Laura d'avoir été là aujourd'hui. Avant le 10 décembre, idéalement, pour la consultation publique. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Salut Baptiste.